Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la partie son et lumière du programme de physique-chimie de seconde. Aujourd'hui nous allons voir les sons, nous allons commencer par parler des sources et de la propagation des sons, on va calculer la vitesse par exemple, et ensuite dans une deuxième partie on va parler des caractéristiques des sons, donc la hauteur, l'intensité et enfin le timbre. Pour créer un son, il suffit de faire vibrer un objet. Vous voyez ici une corde de violon qui vibre. Alors c'est au ralenti évidemment, sinon on a du mal à voir la vibration des fois. Par exemple ici, vous voyez sur le diapason, on ne voit pas trop la vibration quand on tape dessus, mais on met en évidence cette vibration dès que le diapason touche l'eau. Alors cette vibration, elle peut être mise en évidence aussi en mettant des petits objets qui vont bouger en fonction de la vibration, comme par exemple ici des grains de sable. Donc on voit les vibrations qui changent, vous voyez. Là où vous voyez le sable, ça veut dire que ça ne bouge pas, et là où il n'y a pas de sable, ça veut dire que ça bouge. Ou d'un liquide qui va bouger aussi en fonction des vibrations. Quand on parle, c'est exactement la même chose. Ce qui vibre dans ce cas-là, ce sont les cordes vocales, et c'est le flux d'air qui va faire vibrer ces cordes vocales. Donc à retenir, les sources de son, ce sont des objets qui vibrent. Quand on parle, on fait vibrer de l'air, mais cette vibration, on ne la voit pas. Alors on peut la simuler ici, vous voyez. Ici, on a simulé une compression de l'air qui va se propager tant qu'il y a de l'air, vous voyez, jusqu'au récepteur. Alors en science, en fait, le son, on appelle ça une vibration qui se propage dans la matière, mais de façon un peu plus technique, une onde mécanique de compression-dilatation. Alors, onde mécanique, ça veut dire que c'est une vibration de la matière, et la compression-dilatation, c'est le type de vibration, en fait, vous voyez que c'est une compression qui se propage, et là où ce n'est pas comprimé, ben c'est l'inverse, c'est dilaté. Évidemment, ceci se propage dans toutes les directions où il y a de l'air, donc généralement, c'est en 3 dimensions que se propage le son. Il faut de la matière pour que le son se propage. Donc si on entend un réveil, c'est qu'il y a de l'air entre nous. Si on enlève de l'air autour de ce réveil, même s'il vibre, on n'entendra plus rien du tout. C'est pour ça que dans l'espace, il n'y a pas du tout de son. Et quand on voit des films dans l'espace, normalement, il ne devrait pas avoir de son correspondant en tout cas aux explosions comme ceci. Pas de son dans le vide, pas de matière, pas de son. Quand on fait vibrer un objet comme un diapason, comme ceci, on entend la vibration, mais on entendra encore plus la vibration si cet objet a ce qu'on appelle une caisse de résonance. Alors dans la plupart des instruments de musique, vous aurez une caisse de résonance comme ceci. Elle est assez visible généralement, elle dépend du son qu'on veut produire, donc les tailles et les formes vont varier. Alors tous les instruments historiques, ce sont des caisses de résonance en bois, mais même dans les instruments plus modernes, on a des caisses de résonance, par exemple dans une baffle comme ceci, la caisse de résonance c'est la baffle elle-même, et dans les instruments avant, la caisse de résonance, eh bien en fait c'est tout le tube de l'instrument. Donc à retenir l'utilité de la caisse de résonance qui va augmenter la transmission de la vibration entre l'objet qui vibre initial et l'air. Donc on entendra des sons plus forts. Cette vibration qui se propage dans l'air, eh bien, elle a une certaine vitesse, donc on va essayer de la mesurer, cette vitesse. Alors, c'est pas très compliqué à mesurer. Une vitesse est une distance sur une durée, donc si je veux calculer la vitesse, il me faut la distance parcourue pendant la durée correspondante. Alors pour ça, on va mettre 2 micros espacés d'une certaine distance que l'on connaît, et on va enregistrer ce que reçoivent ces micros. Ensuite, on envoie du son. Le son va arriver sur le premier micro, et ensuite sur le second micro, et on va avoir un décalage entre les enregistrements des 2 micros. On connaît la distance D, et sur l'enregistrement ici, on va pouvoir mesurer le temps de retard entre les 2 micros. Donc vous voyez, on connaît la distance D, on connaît le temps T, delta T, et donc on va facilement calculer la vitesse. Dans l'air, on va trouver des choses comme ceci, c'est-à-dire que si on met 1 mètre de distance, on aura environ 3 millisecondes de retard, ce qui correspond, alors si je veux des mètres par seconde, voilà, je le mets en mètres par seconde, à 340 mètres par seconde, c'est la vitesse du son dans l'air assez classiquement admise. Le son se propage dans la matière, donc pas forcément dans l'air, et si on fait la même expérience dans d'autres milieux, on va trouver des valeurs différentes. Dans l'air, c'est aux alentours de 300 mètres par seconde, dans l'eau, ça sera aux alentours d'1,5 km par seconde, vous voyez. Dans le verre, 5 km, et l'acier encore plus. En fait, on se rend compte que plus le milieu dans lequel le son se propage est rigide, et plus le son va vite, en fait, plus la transmission aux voisins va vite, et donc c'est assez logique, cette évolution. Passons maintenant à la première des caractéristiques d'un son qu'on va appeler sa hauteur.
Alors si on enregistre un son, on peut avoir ce type d'enregistrement et on se rend compte tout de suite que c'est un enregistrement périodique. Au bout d'un certain temps, on retrouve la même chose, le même type de vibration. Et donc ce temps-là, au bout duquel on retrouve la même chose, le plus petit temps au bout duquel on retrouve la même chose, ça a un nom, ça s'appelle la période temporelle, on le note grand T. Donc la période, c'est la durée du plus petit motif qui se répète en fait sur cet enregistrement. Pour parler d'un phénomène périodique comme celui-ci, on peut parler de sa fréquence. C'est le nombre de répétitions en une seconde. Et donc c'est simplement une seconde divisée par la période. Et donc cette fréquence, on peut la calculer si on connaît la période assez facilement. On met la période en secondes, on fait 1 divisé par t et on a la fréquence en hertz. 1 hertz, c'est une répétition par seconde. Alors ce qu'on appelle la hauteur d'un son, c'est tout simplement la fréquence de ce son. Un son à 440 Hz a une hauteur de 440 Hz. Notre oreille humaine est capable d'entendre des sons qui vibrent entre 20 Hz et 20 kHz, entre 20 vibrations par seconde et 20 000 vibrations par seconde. C'est ce qu'on appelle l'audition humaine classique. Les sons qui vibrent moins vite, on appelle ça les infrasons, et les sons qui vibrent plus vite, on appelle ça les ultrasons, mais nous ne sommes pas capables de les entendre. Certains animaux, eux, peuvent les entendre, comme vous voyez ici sur ce schéma. Plus la fréquence est petite, plus on dit que le son est grave, et plus la fréquence est haute, plus on dit que le son est aigu. Quand on fait de la musique, on utilise des fréquences bien particulières, et pour que tout le monde soit d'accord, en fait, on a donné des noms aux fréquences particulières des sons qu'on va fabriquer, donc tout est codifié, et chaque note a une fréquence correspondante. Donc à retenir qu'en musique, la hauteur des notes est codifiée et nommée avec les notes que vous connaissez. Un petit exercice, voilà un son qui est enregistré. Quelle est la hauteur de ce son? Alors à notre disposition, on a l'enregistrement envoyé. Donc qu'est-ce qu'on peut mesurer sur cet enregistrement? Évidemment, la période. La période, ça correspond à la durée de ce motif-là, donc on peut mesurer en faisant ceci. Mais vu qu'on a à notre disposition plusieurs répétitions, si on veut plus de précision sur notre calcul, on va mesurer en fait plusieurs périodes. Donc on ne va pas mesurer une période ici, mais ce sera mieux de mesurer le maximum possible. Donc ici, je peux mesurer 5 périodes directement. Alors 5 périodes, ça correspond à peu près à 11,3 millisecondes. Donc j'en déduis assez facilement que la période T de ce son est de 11,3 millisecondes divisé par 5, ce qui correspond à 2,26 millisecondes. Ceci c'est la période, mais ce n'est pas la hauteur. La hauteur c'est la fréquence. Donc il va falloir calculer la fréquence. La fréquence c'est l'inverse de la période. Attention, il va falloir que je mette la période en secondes si je veux la fréquence en hertz. Donc il faut que je mette 2,26 10 puissance moins 3 secondes. J'ai transformé les millisecondes en secondes. Le résultat ici c'est 442 Hz. Et si je veux le nom de cette note de musique qui est jouée, je peux aller regarder. La note la plus proche c'est un 440 Hz. Donc c'est un La qui est joué et on voit que l'instrument est légèrement désaccordé. Car normalement le La qui est joué devrait vibrer à 440 Hz, pas 442. Deuxième caractéristique d'un son, l'intensité du son. Alors si vous écoutez un son, vous aurez une certaine sensation qui va être liée à l'amplitude de la vibration. En fait, plus la vibration est importante, plus on va entendre un son fort. Si vous entendez un son 2 fois plus fort, en fait, vous allez avoir une vibration 2 fois plus forte, comme ceci, et donc vous allez entendre un son plus fort. Mais notre oreille n'est pas linéaire, c'est-à-dire que pour un son avec une vibration 2 fois plus importante, comme celle-ci, avec une amplitude double, nous n'aurons pas une sensation d'un son 2 fois plus fort. On entendra juste un son à peine plus fort. À retenir, l'intensité d'un son est liée à la taille de la vibration, qui est mesurée ici par l'amplitude. Vous voyez à quoi ça correspond sur le schéma ici. Mais notre oreille n'est sensible qu'à de très grandes variations de l'intensité, pas des petites. En pratique, pour mesurer l'intensité d'un son, on va plutôt mesurer quelque chose qui n'est pas l'intensité du son, mais qui s'appelle le niveau sonore. Alors le niveau sonore, il s'exprime en décibels et il se mesure avec un sonomètre comme ceci. Et donc on va avoir une valeur en décibels. Par exemple ici, on va avoir 65 décibels. Et ces décibels, ils vont correspondre beaucoup plus à la sensation auditive. Par contre, le problème, c'est que si vous avez un son 2 fois plus fort, vous n'aurez pas 2 fois 65 décibels. Vous voyez, avec un son 2 fois plus fort ici, on aura 68 décibels, c'est-à-dire juste 3 décibels de plus que si on avait le son 2 fois moins fort. Donc les décibels ne sont pas du tout linéaires. Donc à retenir,
En pratique, pour mesurer l'intensité d'un son, on préfère mesurer ce qu'on appelle le niveau sonore en décibels, mais ce niveau sonore en décibels, il est un peu piégeux, il n'est pas linéaire, et donc en fait, 3 décibels de plus, c'est un son 2 fois plus fort. Les sons les plus faibles qu'on puisse entendre ont un niveau sonore de 0 décibel, c'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. Et ensuite, si vous écoutez de la musique, vous entendez généralement des sons aux alentours de 60, 70 ou 80 décibels. Au-delà de 90 décibels, on atteint des sons qui commencent à détériorer en fait notre système d'audition. Dans notre oreille, le système qui va transformer la vibration en message électrique qui va aller au cerveau est cassable. Vous voyez, ce sont des petits cils comme ceci, et quand ils vibrent, trop, ils peuvent se casser. Donc au-delà de 90 décibels, c'est détériorable, et plus le son est fort, plus la détérioration va être rapide. Donc à retenir, au-delà de 90 décibels, il faut protéger ses oreilles et essayer de limiter son temps d'écoute. Évidemment, c'est plus sensible si on écoute un son de 120 décibels qu'un son de 90 décibels. Un petit exercice sur les niveaux sonores. Imaginez que vous avez un musicien qui produit un son de 81 décibels, donc assez fort. Combien faudra-t-il de musiciens identiques pour atteindre les 90 décibels? Alors on a vu qu'un musicien donne 81 décibels, donc si on en met 2, ça sera le double, et donc on va additionner 3 décibels. Pour atteindre les 87 décibels, il faudra encore doubler, donc il faudra 4 musiciens, vous voyez. Et donc pour atteindre les 90 décibels, il faudra 8 musiciens. On voit bien ici que les niveaux sonores ne sont pas du tout linéaires. Pour passer de 81 décibels à 90 décibels, il faut 8 fois plus de son en fait, il faut des vibrations 8 fois plus importantes. On termine avec la dernière caractéristique d'un son, c'est celle qu'on appelle le timbre. Alors écoutez ceci. Le timbre, c'est ce qui vous fait reconnaître un son d'un autre en fait. C'est la qualité d'un son qui permet de le reconnaître. À quoi c'est lié ceci? C'est lié tout simplement à la forme de la vibration. Si vous avez reconnu la guitare ici, c'est que vous l'aviez déjà entendue et que votre cerveau a enregistré ce type de vibration comme étant celle d'une guitare. Mais si on enregistre les vibrations de différents instruments, on va avoir des vibrations complètement différentes. Vous voyez, ça c'est un diapason ici. Là on a une guitare, une trompette, une flûte, et c'est exactement la même chose pour les personnes qui parlent. On arrive à reconnaître la voix de quelqu'un parce qu'on fait vibrer nos cordes vocales de façon différente les uns des autres. Voilà, ce cours se termine là-dessus. Merci d'avoir suivi. À bientôt.